Bonsoir à toutes et à tous. Merci à ceux qui sont présents. Merci également à ceux qui sont en ligne. On est réunis ce soir à l'occasion de la publication dans la revue Futurible de juillet-août d'un article « Garder le cap de la transition énergie-climat ». C'est un essai de prospective dans l'incertitude, mais un essai de prospective tout à fait remarquable, y compris en raison de l'approche systémique qui est celle des auteurs. Nous avons la chance d'avoir avec nous les deux auteurs, Patrick Tricky, qui est directeur de recherche émérite au CNRS et conseiller scientifique à France Stratégie et à Enerdata. Et à côté de lui, à gauche de lui, Emmanuel H., qui est économiste, prospectiviste à l'IFP Énergie Nouvelle et directeur de recherche à l'IRIS, Institut de recherche sur les relations internationales et stratégiques. Merci à vous deux. Patrick, c'est toi qui démarres, je crois. Et donc, je te donne tout de suite la parole. Merci Hugues pour cette introduction. Et donc, en effet, nous allons vous présenter aujourd'hui les résultats d'une coopération avec Emmanuel. À vrai dire, l'origine du papier est une demande qui avait été faite dans le cadre de l'organisation de journée de la direction économie de l'IFP. Et le titre était l'inverse en quelque sorte. C'était la question de la prospective dans l'incertitude, avec donc la demande qui m'avait été faite de faire une communication d'introduction en examinant les trois niveaux principaux d'incertitude qui doivent être pris en compte dans la prospective aujourd'hui. Et il était spécifié qu'effectivement, dans la commande, en quelque sorte, il y avait l'idée de prendre en compte les incertitudes géostratégiques, les incertitudes technologiques et enfin les incertitudes sociétales. Donc je m'étais plié à l'exercice et j'avais fait cette communication et après coup, en échangeant avec Emmanuel, on s'était dit qu'il y avait là la possibilité de structurer une réflexion de manière assez ordonnée sur un sujet difficile et la conclusion à laquelle nous arrivions sur la prise en compte de l'incertitude dans la prospective, c'était que si au moins il y avait un point fixe à conserver pour le reste, disons, au moins de la première moitié du XXIe siècle, mais probablement pour la totalité du XXIe siècle, c'était bien plutôt la perspective de la transition énergie-climat et telle qu'elle est énoncée aujourd'hui sous la forme de la neutralité carbone. Et donc, on a en quelque sorte inversé la proposition, mais ça ne change pas grand-chose au contenu. Et on part de l'idée selon laquelle il faut garder le cap de la transition énergie-climat, mais le fait de garder ce cap, c'est un exercice de prospective dans l'incertitude. Voilà sur les origines de notre travail. Donc voilà en quelque sorte le plan à la fois de l'article qui est publié dans le dernier numéro de Futurible, mais aussi de notre démarche finalement, démarche qui va peut-être se poursuivre à l'avenir, avec donc les trois grands volets, géopolitique, technologie, sociétale. Et à l'intérieur, on a essayé d'identifier les points durs qu'il convenait d'explorer pour construire une prospective de la transition sur le long et très long terme. Alors, commençons par donc on va avec Emmanuel se passer la balle au fil de la présentation, et ça correspond d'ailleurs plus ou moins aux parties qu'on a rédigées et qu'on a préparées l'un et l'autre. Commençons donc par les incertitudes géopolitiques. Alors, un premier élément d'incertitude, c'est évidemment toute la question qui est aujourd'hui peut-être passée un peu au second plan, vu les événements consécutifs à l'invasion de l'Ukraine, mais qui demeure tout de même la ligne dure, si je puis dire, des transformations à enclencher et à réussir dans le XXIe siècle, donc la négociation internationale pour le climat. Et pour
soutenir la réflexion sur ce point, je vous propose cette photo que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est vraiment emblématique des problèmes, à la fois d'un moment fort de la négociation internationale sur le climat et des problèmes qui sont sous-jacents à cette négociation internationale. À Copenhague, en 2009, alors que Barack Obama venait juste d'être élu président des États-Unis, tout le monde portait beaucoup d'espoir sur l'arrivée de ce jeune et fringant nouveau président des États-Unis, qui succédait en particulier à un président qui, c'est peu de le dire, était peu actif sur les questions climatiques. Donc il y avait beaucoup d'espoir qui était porté sur le fait de faire aboutir finalement la négociation climat autour d'un dispositif, d'une architecture qui combinerait un plafond mondial d'émissions, des objectifs d'émissions par pays, et enfin, ça c'est des économistes qui poussaient beaucoup dans cette direction-là, enfin d'introduire un marché de quotas d'émissions international pour réintroduire de l'efficacité économique et réduire le coût de la politique. Au cours de la conférence de Copenhague, il ne faut pas que je prenne trop de temps, mais au cours de la conférence de Copenhague, il y a eu un épisode vraiment très révélateur. À un moment, Barack Obama a pris la main d'Hillary Clinton, qui était la secrétaire d'État à l'époque. Il a pris la main parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une réunion des pays basiques. Les basiques, c'est Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine. Et Barack Obama avait comme projet vraiment d'arracher un accord des pays du Sud sur cette grande architecture dont il était question. Et il a donc pris Hillary Clinton, il a mis le pied dans la porte, je crois, littéralement, et il s'est adressé, je crois, à Ignacio Lula da Silva en lui disant « Monsieur le Président, est-ce que vous permettez que je participe à votre réunion ?» Je pense que c'est révélateur d'un état du monde, hein, le président de la première puissance mondiale à l'époque et encore aujourd'hui, qui demande à un représentant des pays du Sud l'autorisation de participer à la réunion. Et Barack Obama a essayé d'arracher un accord, mais finalement, ça n'a pas marché. Les pays basiques, les pays du Sud ont résisté à la construction d'un grand régime contraignant qui, selon eux, auraient pu les contraindre dans leurs perspectives et leurs priorités de développement. Il y a eu des négociations avec l'introduction tout de même de cette idée d'un financement qui serait apporté par les pays du Nord à la transition dans les pays du Sud. C'est les fameux 100 milliards dont on reparle encore beaucoup aujourd'hui et qui sont au cœur aujourd'hui des éléments de la négociation. En tout cas, depuis ce moment, en 2009, il y a eu un changement assez complet de pied pour la négociation internationale et on est passé plutôt vers une solution qui était plus acceptable pour les pays du Sud, c'est la solution dite des contributions déterminées nationalement à la lutte contre le changement climatique. Donc vous voyez qu'on passe d'une grande architecture un peu top-down à un système beaucoup plus bottom-up dans lequel ce sont les pays qui s'engagent et qui essayent d'apporter leur contribution à la lutte contre le changement climatique avec encore énormément de problèmes à régler, dont la question des 100 milliards qui, vous avez vu la réunion qui s'est tenue la semaine dernière à Paris sur le nouveau pacte financier mondial. La question du climat est très prégnante dans ces négociations et dans les relations Nord-Sud. Première incertitude tout de même majeure, puisque c'est ça ce qui va créer les conditions de la mise en œuvre des solutions de transition énergétique. Sur ce provient le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine, qui est véritablement un événement majeur, un bouleversement des relations internationales qui probablement va déstabiliser ces relations pendant probablement encore de longues années, et sans qu'il soit aujourd'hui possible de dénoncer quelles vont être les voies de sortie de cette crise majeure dans l'ordre ou dans le désordre international. C'est une occasion de revisiter, ce que l'on a fait dans l'article, revisiter un certain nombre de textes un peu
fondateurs ou en tout cas des textes qui invitent à la réflexion sur la géopolitique. Et très rapidement, on va pouvoir mentionner le texte de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire, en 1989, notez le point d'interrogation. Et Francis Fukuyama a été beaucoup critiqué comme porteur d'une pensée simpliste. En fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il avait beaucoup lu Alexandre Kojève. Alexandre Kojève avait travaillé à l'école pratique des hautes études. C'était l'introducteur de la pensée de Hegel en France. Bon, donc tout ça n'est pas aussi superficiel qu'il n'y paraît, mais c'était un moment de l'histoire. C'était la fin de l'Union soviétique et le début d'une autre phase historique dont on voit aujourd'hui d'ailleurs un développement nouveau. Également un texte majeur et très intéressant, le choc des civilisations en 1993 de Hillard Huntington, thèse dans laquelle, contrairement à ce que certains ont dit également, Huntington ne prônait pas le choc des civilisations, mais mentionnait le risque dont était porteur un choc de civilisation. Là aussi, vous notez le point d'interrogation à la fin. Et dans tous ces interviews, Huntington était très clair. Il disait qu'il faut absolument éviter le choc de civilisation. Et puis, là c'est maladroit. Dans le titre, c'est intercalé. La revanche de la géographie en 2003, un texte également très intéressant d'un journaliste, là, Kaplan, Robert Kaplan, qui ressortait des thèses qui avaient été discutées au début du XXe siècle, avec notamment des géostratèges américains et anglais. Les géostratèges américains insistant sur l'importance du contrôle des océans pour la maîtrise de la puissance à l'échelle mondiale. Les Anglais, Mackinder, insistant plutôt sur l'importance de ce grand continent eurasiatique dont, enfin, ce concept de continent eurasiatique revêt aujourd'hui une importance particulièrement marquée à la lumière des événements récents. Alors, deux illustrations. Donc, à gauche, vous avez une carte qui se trouve dans l'article original d'Huntington et où il montre la division vers l'an 1500 entre ce qu'il appelle la chrétienté occidentale et le monde orthodoxe, la chrétienté orthodoxe et le monde islamique. Et vous voyez que la frontière qui est tracée dans ce graphique, eh bien, elle passe à l'est de la Finlande, en partie en Estonie, elle traverse la Biélorussie, elle traverse l'Ukraine, elle traverse également la Roumanie et elle se termine dans les Balkans occidentaux. Une indication du fait que ce qui se passe actuellement à l'est de l'Europe prend ses racines vraiment très très loin. Sur la réflexion autour de l'Eurasie, on se souviendra sans doute que Vladimir Poutine, en 2011, a voulu créer une union eurasiatique. À ce moment-là, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont refusé d'entrer dans l'union eurasiatique, en privilégiant déjà plutôt une orientation, je dirais, plutôt vers l'Europe de l'Ouest. Donc, c'est un concept qu'il est important d'avoir en tête. C'est aussi ce qui peut permettre d'organiser une réflexion sur les nouvelles routes de la soie qui ont été promues par la Chine dans les dernières années, avec beaucoup d'investissements et des succès, disons, mitigés pour l'instant. Mais en tout cas, c'est cette question de la liaison entre la Chine et l'Europe à travers les nouvelles routes de la soie est une vraie question. Bon, il y a comme ça, je pense qu'on a intérêt aujourd'hui à revisiter ces textes qui chacun donne des éclairages qui, le plus souvent, je dirais, ne sont pas contradictoires, mais complémentaires sur la géopolitique, en particulier de cette région eurasiatique. Voilà, on en est là aujourd'hui. Inutile de souligner que les événements en Ukraine ont bouleversé complètement la situation
ont bouleversé la situation énergétique en Europe. Ça, c'est un sujet que l'on pourra revisiter peut-être dans la discussion, et que effectivement on peut pas sortir facilement du grand jeu énergétique mondial. Le troisième producteur de pétrole, la Russie, troisième producteur de pétrole, premier producteur de gaz, et donc ce qui est en train de se passer depuis maintenant plus d'1 an va très certainement déséquilibrer et l'économie énergétique mondiale et les stratégies de transition énergétique des grands pays européens. Je pense particulièrement en Allemagne, pour l'Allemagne, pour laquelle le gaz russe était un élément assez central et stratégique dans la conduite de sa transition bas carbone. Et je passe le relais à Emmanuel sur les questions effectivement de géopolitique de l'énergie en mutation. Merci Patrick. Alors effectivement, dans ce contexte géopolitique qui est particulièrement mouvant et particulièrement incertain, l'énergie est véritablement au cœur des problématiques à la fois économiques mais également géopolitiques qui sont observées, on va dire, depuis les années 1970 et depuis le premier choc pétrolier. Et comme vous pouvez le voir sur ce mur de mots-clés que l'on peut réaliser, notamment à partir du paragraphe réalisé justement sur la question de la géopolitique de l'énergie, vous voyez que on a de nombreux défis, on a de nombreuses incertitudes qui sont reflétées, à la fois les incertitudes qui sont liées notamment au changement de base technologique, de passer d'un monde fossile à près de 83% à l'heure actuelle à un monde plus centré sur les énergies renouvelables, à la question des stratégies d'acteurs. Notamment, vous voyez que l'item diversification est assez central. Et quand on parle de diversification, il ne faut pas le prendre uniquement au sens, j'allais dire, du pays ou des pays, mais également de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la transformation des acteurs pétroliers, des compagnies pétrolières. Quelle stratégie pour ces acteurs? Est-ce que ces acteurs vont se transformer, comme on l'entend souvent, en compagnies énergétiques mondiales, c'est-à-dire plutôt des compagnies de services? Est-ce que d'un point de vue géographique, on va avoir exactement les mêmes évolutions? Lorsqu'on regarde le point de départ, par exemple, des compagnies européennes ou des compagnies américaines, on s'aperçoit que les actifs pétroliers et gaziers sont beaucoup plus importants, notamment pour les compagnies américaines, et que la notion de compagnie énergétique a très peu de sens à l'heure actuelle, étant donné justement ces actifs fossiles qui sont plus importants, alors qu'en Europe, moins pourvu en actifs fossiles, la question va peut-être beaucoup plus se poser, et donc bien évidemment, ça engendre des questions sur ces stratégies d'acteurs, et notamment quelle stratégie aussi face à ces compagnies nationales, ce qu'on appelle les NOC, les National Oil Company, qui, dans les pays qu'on va qualifier du Sud pour l'instant, on peut penser notamment à Saudi Aramco, on peut penser à Petrobras, on peut penser aux compagnies chinoises, bien évidemment. Quel monde pétrolier dans les années qui viennent, des possibilités notamment de fusion-acquisition qui seraient peut-être intéressantes à observer, notamment des compagnies du Sud qui rachètent des compagnies du Nord. Ça serait tout à fait possible. Diversification aussi des États producteurs d'hydrocarbures. Quelle stratégie rester dans le secteur énergétique en faisant ce qu'on appelle le petit pas de côté pour aller vers des secteurs, j'allais dire conjoints, le CCS, l'hydrogène par exemple, ou alors de la diversification plus importante de la chaîne de valeur, et puis quel perdant, quel gagnant, parce que bien évidemment le processus de transition énergétique, ça va être un processus où il y a potentiellement une forme de mortalité pour certains pays qui n'auront pas assez diversifié et assez rapidement leurs actifs. Dans ce mur d'incertitude, l'OPEP, quid de l'OPEP? Quid d'une OPEP qui aujourd'hui est devenue OPEP+, qui potentiellement les deux doivent d'ailleurs s'entendre, se transformer, mais vers quoi? Vers une alliance énergétique plus importante, intégrant notamment l'Alliance solaire internationale. Alors,
quel avenir pour ce type d'organisation, et puis de manière plus globale, la question du rôle de l'État dans le secteur de l'énergie. Est-ce que l'État sera plus présent, comme on le voit notamment dans les situations européennes, mais est-ce que la situation européenne est représentative de ce qu'on pourrait observer au niveau international? Pas sûr. Et puis c'est aussi un monde assez intéressant, ce monde de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a une superposition des questions, de ce qu'on appelle les questions passées, les questions futures. Le passé, c'est des questions qui ont traversé la question, j'allais dire, la problématique pétrolière depuis les années 70, le fameux pic pétrolier, par exemple, pic pétrolier, hein, dont l'existence a été révélée, j'allais dire, par Marion Hubert King dans les années 1950, et qui s'est révélé exact pour le pétrole conventionnel à partir de 2008, mais inexact au vu du pétrole non conventionnel. Et face à ce pic pétrolier, d'ailleurs c'est amusant de voir que le pic pétrolier prend beaucoup d'importance à l'heure actuelle, alors que nous vivons dans un monde où on veut chasser le pétrole. Donc quelque part, la question du pic pétrolier n'est pas une question en soi, sauf c'est une question géographique. Pourquoi? Parce que notamment pour un continent comme l'Europe, la majeure partie des pays fournisseurs de pétrole pour l'Union européenne sont des pays en déclin pétrolier. Donc peut-être que d'un point de vue global, ce n'est pas important, mais d'un point de vue géographique et européen, c'est fondamental. Face à ce pic pétrolier, on a ce qu'on appelle le pic de demande. Alors moi, personnellement, tu me diras si tu es d'accord avec moi, Patrick, moi j'appelle ça le doudou. Le doudou, c'est-à-dire le pic de demande, l'objet un petit peu rassurant qui nous dit « Ne vous inquiétez pas, rendormez-vous, dormez tranquille, il y aura un pic de demande autour de 2030-2040 », je le dis de manière très provocatrice. Mais est-ce qu'on a véritablement, à l'heure actuelle, les politiques qui permettent de dire qu'on va observer un pic de demande, alors que la demande de pétrole n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui, juste avant demain, quelque part. Donc, ces questions de pic pétrolier et pic de demande sont bien évidemment aussi au cœur de ces transformations énergétiques. Et quelque part, la guerre en Ukraine a ramené de nombreux éléments d'incertitude, et notamment celui de la sécurité énergétique, à tel point que l'on parle d'un monde d'insécurité énergétique. Et là encore, l'insécurité énergétique, quelles seront ses conséquences? Paradoxalement, l'insécurité énergétique, notamment sur les fossiles, pourrait amener un essor très important des énergies renouvelables et de la décarbonation, lorsqu'on voit par exemple le plan REPowerEU en Europe. Donc encore une fois, des chaînes de conséquences qui ne sont pas forcément maîtrisées, mais qui sont bien évidemment fondamentales. Et puis si je passe sur les aspects sociaux, j'allais dire un doublon, inflation des prix versus subvention pour les énergies fossiles. Rappelons-nous aujourd'hui que la somme des subventions au niveau international dans les énergies fossiles est égale aux investissements dans les énergies renouvelables. Alors c'est une situation très particulière sur 2022 parce que justement il y avait toutes ces histoires de boucliers tarifaires, mais bien évidemment la contrainte sociale, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans ce monde de l'énergie en transition. Alors, bien évidemment, dans ce monde énergétique, on a aussi une autre problématique, c'est que nous avons une forme d'empilement énergétique au niveau mondial, hein, c'est-à-dire que la croissance énergétique est de plus en plus importante depuis les années 1970. Et dans ce monde d'empilement, eh bien, quoi de plus logique que d'avoir une géopolitique des énergies renouvelables qui va se superposer à la géopolitique des énergies fossiles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de remplacement. Hein, lorsqu'on entend certains responsables, notamment politiques, nous parler des renouvelables facteurs de paix, peut-être dans 50 ans, mais aujourd'hui non, bien évidemment. Pourquoi? Parce que nous allons vivre une décennie, 2 décennies, 3 décennies, voire 4 décennies, dans lesquelles nous allons avoir une superposition entre le fossile et le renouvelable, et donc superposition des énergies dit superposition des risques. Et donc superposition des risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le détroit d'Ormuz restera un endroit risqué pour évacuer le problème, pour évacuer le pétrole, même si le pétrole est un problème. Et puis en parallèle, toutes les questions notamment liées aux interconnexions électriques, les questions du risque cyber, les questions des infrastructures dans un monde décarboné vont prendre de plus en plus d'importance. Donc ça veut
veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on va avoir un empilement, une addition des risques sur ces marchés énergétiques et absolument pas une substitution absolue entre les deux. Et je termine sur la question notamment qui est très importante de la gouvernance. Aujourd'hui, même, on a une forme de gouvernance multiple des marchés énergétiques. Une agence internationale qui n'en est pas vraiment une, vu que c'est une agence de l'OCDE, une organisation des pays exportateurs qui est une organisation spécifique des pays producteurs pétroliers. Quid de l'organisation des marchés? Cette question, elle est fondamentale et on la retrouvera notamment sur les marchés de matières premières. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monde, dans ce terreau d'incertitude, a besoin de gouvernance et notamment de gouvernance de marché. Mais comment mettre en place cette gouvernance de marché dans un monde qui, potentiellement, pourrait se structurer autour de blocs de puissance, peut-être un bloc chinois, peut-être un bloc américain, voire un axe sino-russe. Donc, vous voyez, toutes ces questions de gouvernance sont véritablement fondamentales à appréhender, notamment sur les questions énergétiques. Ça nous amène... Il y a un participant à distance qui pose une question que j'étais enclin à poser aussi. Pas un mot du nucléaire dans ce panorama. Alors, pas un mot du nucléaire. Alors, bien évidemment, la question du nucléaire se pose, mais elle se pose à la fois d'un point de vue technologique, d'un point de vue économique. Après, justement, prendre de la hauteur sur ces questions énergétiques, c'est s'empêcher de rentrer dans ces débats nucléaire versus renouvelable, qui, de toute façon, ce sont des options potentielles pour la transition bas carbone. Donc, on va les garder comme options, mais on va pas s'intéresser à essayer de conflictualiser cette question technologique. Si je veux faire bref pour à la fois répondre à la question et puis éviter d'y répondre. Eh bien, on en vient donc au deuxième temps de nos réflexions et de cette présentation avec la question précisément des incertitudes technologiques. Et ces incertitudes, elles tiennent à la fois au fait que l'innovation, le changement technique, c'est un processus complexe qui combine des dimensions, je dirais, endogènes, c'est-à-dire que c'est en développant les technologies qu'on arrive à les améliorer. On va le voir, c'est ce qui s'appelle le learning by doing, mais il y a aussi des innovations de rupture qui sont déclenchées soit par des inventions pures, soit par des investissements stratégiques en recherche et développement. Les nouvelles technologies de l'énergie, et là le nucléaire pourra faire partie peut-être du portefeuille de technologies à considérer, posent aussi de nouvelles questions de géopolitique, celles des matières premières, et enfin également le développement industriel des équipements de captation et de valorisation des énergies décarbonées, c'est également un enjeu majeur. Alors très rapidement, la question du progrès technique endogène, elle est en prospective, puisque je rappelle que le point de départ de la réflexion, c'est quelles sont les incertitudes que l'on peut que l'on doit prendre en compte dans la prospective énergétique et en particulier dans la prospective modélisée. Eh bien, le fameux learning by doing, qui de manière un peu surprenante a été énoncé pour la première fois par un économiste, tout ce qu'il y a de plus néoclassique, John Kenneth Arrow, en 1962, avait repéré le fait que dans le développement de nouvelles technologies, il y avait des phénomènes cumulatifs et que, en gros, plus on développait et moins ça coûtait cher. C'est effectivement le fameux phénomène de l'apprentissage par le déploiement, learning by doing. Et ce phénomène est très bien illustré par ce qui s'est passé, par exemple, sur les panneaux photovoltaïques, mais il y aurait d'autres exemples sur les éoliennes ou aujourd'hui sur les batteries, les piles à combustible, etc. Et où on voit, noter que l'échelle verticale est une échelle logarithmique, donc il faut avoir conscience de ça pour prendre la mesure des progrès qui ont été accomplis. En gros, en 40 ans, le coût des panneaux photovoltaïques a été divisé par 100. Il a été divisé par 100 par un phénomène de déploiement au début
complètement subventionné par des investissements publics, par le fait que les pouvoirs publics ont acheté des capacités en quelque sorte, que ce soit en photovoltaïque ou en éolien, et que le fait d'acheter ces capacités, ça a permis de créer une industrie qui petit à petit est montée en compétences, d'améliorer les composants, de diminuer leurs coûts, etc., etc. C'est comme ça qu'en 40 ans, on arrive à diviser par 100 les coûts. Ça, c'est quelque chose qui, en prospective, je dois dire que ça aura été pour moi en tant que quand j'étais encore modélisateur actif, si je puis dire, en particulier dans toutes les années 2000, début des années 2010, il y a eu la Commission européenne a financé beaucoup de projets sur l'analyse, la modélisation de la transition, mais aussi la prise en compte du changement technique. C'était une préoccupation qui était très importante pour nous et on a passé beaucoup de temps à rentrer dans les modèles des courbes d'apprentissage et de learning by doing, puisqu'on avait constaté un élément tout de même de calage. Hein. En gros, le facteur d'apprentissage, c'est-à-dire la réduction de coûts qui découle d'une multiplication par 2 des capacités installées. Historiquement, on a pu constater que c'était 25% pour le photovoltaïque, pardon, un peu moins pour l'éolien, de l'ordre plutôt de 15-20% pour l'éolien, mais ça, on l'a rentré dans les modèles. Et ça permettait déjà de sortir de travaux de modélisation prospective dans lesquels on ne faisait que introduire des dires d'experts. Alors, les dires d'experts, c'est toujours très utile, hein, il faut en avoir, hein, des évaluations de ce que peut être le futur des différentes technologies, mais on avait pu, avec ces dispositifs, introduire des équations endogénéisant le progrès technique, ou du moins une partie du progrès technique. Et on avait même poussé l'exercice aussi loin que d'essayer de prendre en compte l'impact de la recherche-développement sur la baisse des technologies, avec, je dois dire, plus de difficultés parce que, par définition, c'est assez difficile de mesurer l'impact de la R&D sur les coûts des nouvelles technologies. Alors ça, c'est un élément important que quand on fait de la prospective et de la prospective modélisée, il est important de prendre en compte, mais ça, je dirais, c'est fait depuis presque une vingtaine d'années dans tous les grands exercices de modélisation promus par l'Union européenne, le GIEC, etc. Mais évidemment, ça n'épuise pas le sujet. La question de l'innovation est beaucoup plus complexe que cela. Et en particulier, alors il y a eu des travaux intéressants menés en Grande-Bretagne par l'université d'Exeter et Michael Grubb, qui est un des grands spécialistes de ces questions, sur the economics of energy innovation and systems transition, l'économie de l'innovation dans le secteur de l'énergie et des transitions systémiques. Et ces travaux empruntent beaucoup à ce qu'on pourrait appeler l'économie néo-schumpeterienne ou l'économie évolutionniste sur la prise en compte du rôle des États pour décider d'investissements stratégiques, hein, dans ce qu'on appelle le technology push. Là, c'est l'État qui pousse au développement des technologies. Puis, les technologies commencent à diffuser sur les marchés et il arrive un moment où elles deviennent suffisamment au point et suffisamment compétitives pour que leur développement ne soit plus poussé par les pouvoirs publics, mais tiré par les marchés. Et ça donne donc une idée du processus dynamique complet, de l'émergence à la diffusion et à la maturation des technologies. Et ça, c'est plus difficile à modéliser, c'est plus difficile d'introduire ce type de considération dans la modélisation énergétique. Je reviendrai un peu par la suite sur ces questions d'innovation. Je voulais dire néanmoins, je rajoute un point que que j'aurais dû mettre en point d'introduction à ce sujet tout de même. Je crois que hier, l'Académie des technologies a sorti un rapport sur le rôle des solutions technologiques dans la transition. Et j'aurais dû dire, excusez-moi, en introduction, que
on est souvent ramené, tu évoquais le débat stérile ou stérilisant ou paralysant nucléaire versus renouvelable, il y a un autre débat paralysant qui est transition par les changements de comportement ou bien transition par l'innovation technologique. Et quand on défend l'idée selon laquelle l'innovation technologique va jouer un rôle important dans la transition, on est parfois, pas toujours heureusement, mais parfois taxé de technosolutionnisme. Et je crois que l'esprit d'ailleurs du rapport de l'Académie des technologies, que je n'ai pas encore lu, donc je n'en dirai pas plus, mais de ce que j'en ai entendu, son esprit est bien de dire que ces deux types de changements, comportement et solutions technologiques, sont complémentaires et non pas exclusifs l'un de l'autre. Voilà. Excusez-moi de reprendre un élément d'introduction. Emmanuel. Alors bien évidemment, on ne peut pas parler de technologie sans parler de matières premières et de matériaux. Alors bien évidemment, tout ce dont nous parlons est relatif aux nouvelles technologies de l'énergie, mais bien évidemment, il faut prendre en compte aussi que derrière cette transition bas carbone, il y a aussi une transition digitale, et donc que la question des matériaux, elle doit être prise de manière beaucoup plus globale et j'allais dire presque systémique, étant donné notre rapport aux matériaux et aux matières premières. Alors bien évidemment, les matières premières, elles sont les matériaux de la transition, hein, aluminium, cuivre, cobalt, lithium, nickel. Ce sont des matériaux qui ont permis des gains de puissance, des gains de rendement absolument phénoménaux sur les technologies de l'énergie. Donc ce sont des leviers très puissants à la décarbonation, mais ce sont aussi potentiellement des freins à cette décarbonation. Et là, encore une fois, les incertitudes sur les questions des matériaux sont multiples. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà de prime abord une incertitude assez profonde sur les questions d'évaluation des besoins en matériaux de la transition bas carbone. Lorsque vous regardez par exemple les premiers rapports sur le sujet, un rapport de l'ANCRE en 2015, rapport de la Banque mondiale 2017-2020 ou rapport de l'AIE 2021 ou 2023, vous allez avoir des ordres de grandeur qui vont de une multiplication par 5, là on est autour de 2017 pour la Banque mondiale, à 42 maintenant pour l'Agence internationale de l'énergie, sur notamment les besoins en lithium pour le secteur électrique. Donc, en quelques années, une multiplication, voire une inflation de ces besoins en matériaux, sûrement faux, bien évidemment, comme tout exercice, j'allais dire, de prospective chiffrée, mais qui donne quelque part la tendance lourde du monde dans lequel on va vivre, un monde foncièrement métallique. Ce monde, il sera foncièrement métallique, mais même s'il est foncièrement métallique, il est là aussi empreint d'incertitude. Et pour n'en citer que quelques-unes, lorsqu'on essaye de faire un peu de la prospective, notamment dans le secteur du transport ou de l'électrification, quid de la chimie des batteries de demain ? Est-ce qu'on va rester sur des mix de batteries plutôt de type NMC, hein, c'est-à-dire nickel, manganèse, cobalt, ou est-ce qu'on va aller plutôt vers des batteries sodium, des batteries tout matériaux ? Donc bien évidemment, ces incertitudes sur la chimie des batteries, elle va être fondamentale à appréhender. Comment appréhender aussi la question du low-tech, ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires à l'heure actuelle. C'est pas exactement la même chose, mais en tout cas dans l'esprit, moins de matière, et puis que dire justement, tu parlais des comportements de mobilité, la démobilité, comment l'intégrer notamment dans les exercices de prospective. Et quelque part, cette question notamment d'évaluation de la demande, on va aussi la retrouver sur l'offre, j'allais dire sur comment on va pouvoir répondre à cette demande. Alors, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des plans matières premières, ce qu'on appelle les Critical Raw Materials Act, les règlements sur les matériaux critiques, que l'on va trouver au Royaume-Uni, aux États-Unis, on va le trouver en Europe, on va le trouver au Japon. Là, vous voyez, sur ce slide, je vous ai juste mis les points communs de ces différents règlements. Vous voyez que, par exemple, sur la droite, vous allez avoir les matériaux qui sont communs aux 3 principales zones, c'est-à-dire qui sont tous déclarés comme critiques
pour États-Unis, Europe, Royaume-Uni et Japon. Vous en avez une trentaine. La liste des matériaux critiques en Europe compte 34 éléments depuis 2023. Vous en avez une trentaine qui sont communs avec les principales autres zones mondiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? De la coopération ou de la compétition pour accéder à ces ressources? On parle beaucoup de diplomatie minérale à l'heure actuelle, mais une diplomatie minérale, ça nécessite quoi? Ça nécessite bien évidemment des financements, parce qu'aujourd'hui, la diplomatie minérale, c'est aussi une diplomatie d'investissement. Pour votre information, dans le plan français sur les matériaux critiques, il y a un fonds qui a été lancé, qui est doté de 500 millions d'euros au départ pour monter à 2 milliards d'euros. Je vais vous donner juste un équivalent. La Chine a fait un contrat en Bolivie sur les réserves en lithium. Ce contrat vaut environ 1,5 milliard. Ça veut dire que le fonds français aujourd'hui, c'est une opération au niveau international au prix actuel de la concession. Ça veut dire des moyens qui vont être bien évidemment très importants. Comment y va-t-on au niveau européen? Quelle politique, notamment allemande, sur la question des matériaux critiques? Quelle politique française? Quelle politique européenne, bien évidemment, et ce sont des incertitudes qui sont assez importantes, assez aussi très important. Pourquoi? Parce que derrière cette question des matériaux critiques, cette question de l'autonomie stratégique, aucun pays à l'heure actuelle ne recherche l'autarcie sur la question des matériaux critiques. Ça serait une politique absolument inabordable et inintéressante. Toutes les principales zones de consommation internationale sont en train aujourd'hui d'essayer de faire des accords bilatéraux ou multilatéraux. Donc là aussi, vous allez avoir des grands gagnants de cette question minière internationale. On peut penser notamment à des pays comme le Canada et l'Australie, qui sont des grands pays producteurs, qui potentiellement seraient dans des blocs, si on met une définition de bloc occidental versus bloc chinois. Géographiquement, l'Australie, c'est un pays qui, à mon sens, qu'il va falloir regarder de très près, étant donné son positionnement dans l'Indo-Pacifique, et notamment ses liens avec la Chine, mais également ses liens avec les États-Unis dans l'alliance AUKUS. Donc, tout ce mélange entre diplomatie minière et puis géopolitique va être absolument fondamental. Autre point très intéressant, c'est les politiques que l'on propose au niveau européen sur la question des matériaux critiques, avec notamment un développement de la production nationale. La France, productrice peut-être de lithium dans les années qui viennent, on a des réserves. Et aussi, là, il va falloir le rapprocher de la question sociale, un peu comme ce qu'on avait sur les marchés de l'énergie. Pourquoi? Parce que si vous y pensez un tout petit peu, cette question minière, elle est fondamentalement sociale. On risque de se retrouver quand même avec des zones de production, par exemple en France. Imaginez ce monde où la majeure partie des véhicules électriques sont vendus dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, et où le lithium serait produit dans les centres industriels français, dans nos campagnes. Ça voudrait dire une forme d'inégalité territoriale qui serait très intéressante et qui irait véritablement vers une espèce de gilet jaunisation de notre pays, de fracture. Quelque part, la mine peut être sujet de fracture au niveau français. Et puis, si on va dans d'autres incertitudes, la première incertitude, c'est le monde physique. Le monde physique, ce sont des réalités physiques aujourd'hui, par exemple, le temps minier que l'on oublie très souvent pour développer une mine de lithium en Australie à l'heure actuelle, qui est un pays très attractif et j'allais dire très ouvert. Il faut environ 4 ans. Si vous allez en Amérique du Sud, il en faut 7. Si vous voulez ouvrir une mine de cuivre aujourd'hui, préparez-vous, c'est-à-dire que la mine où on commence à faire les plans aujourd'hui, on aura une première production de cuivre en 2045. C'est une vingtaine d'années. Donc il y a le temps physique derrière tout cela, et quelque part, ce que l'on pourrait reprocher à tous ces plans de développement minier, c'est l'absence notamment de prise en compte de la question de la sobriété avant de penser au développement, là aussi incertitude qu'on abordera en dernière partie. Et puis derrière ces questions, des questions de matières premières, on a aussi un autre dilemme, des incertitudes sur l'ensemble des dépendances. Pourquoi? Parce que tout simplement, double problématique de ces dépendances. On a la dépendance technologique, ce qu'on appelle la souveraineté technologique, qui produit les brevets
aujourd'hui, qui les produira demain. Aujourd'hui, la majeure partie des brevets des technologies bas carbone est encore, j'allais dire, située aux États-Unis, en Europe, au Japon. Mais on observe bien évidemment une montée en puissance phénoménale de la Chine et de la Corée du Sud sur la question des brevets. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un grand plan Made in China 2025, on a un plan China Standard 2035, c'est-à-dire qu'au-delà même des brevets, d'être en mesure de proposer des standards. Les standards, depuis l'après-guerre, 2 pays seulement ont proposé des standards, notamment sur les questions électriques, les États-Unis et l'Allemagne. Aujourd'hui, la Chine, avec son plan China Standard 2035, est en phase de potentiellement proposer de nouveaux standards. Qui dit standard dit potentiellement un avantage comparatif assez important dans la compétition économique. Derrière cette question des brevets, on a aussi une autre question, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Et qui dit ensemble de la chaîne de valeur dit qui produit les biens, les équipements bas carbone, qui est en mesure de produire des équipements bas carbone. Et là aussi, la question est fondamentale parce qu'on peut avoir le brevet, on peut avoir, j'allais dire, le capital humain, on peut avoir l'incapacité à produire tout simplement l'ensemble des véhicules électriques dont on aurait besoin. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une question de puissance et de rivalité économique dans cette question d'être capable de manufacturer les équipements bas carbone. Et là encore, à l'heure actuelle, le premier pays capable de manufacturer les équipements bas carbone, c'est bien évidemment la Chine. On a aussi en partie quelques pays européens, dont l'Allemagne et les États-Unis, mais on a cette compétition d'ensemble qui, quelque part, va traverser l'ensemble de la chaîne de valeur, des matières premières jusqu'au brevet, des technologies, jusqu'aux équipements bas carbone. À noter que sur ces 2 graphiques, le rouge, c'est évidemment la Chine. C'est la Chine. On voit la surface que la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous dites? Patrick nous dit qu'on a fait des gains de productivité formidables. Le coût du panneau photovoltaïque a été fortement réduit. Et Emmanuel, tu nous dis, oui, mais il y a le mur des matières premières, avec potentiellement un surenchérissement des matières premières aussi. Donc, est-ce que la réduction des coûts que tu mettais en évidence, Patrick, elle n'est pas largement compensée, si je puis dire, par l'inflation des prix des matières premières? Sur le photovoltaïque, les variations de prix des matières premières, d'abord, elles se lisent par moment dans la courbe, hein, on voit des moments où ça remonte, et d'autre part, non, globalement, effectivement, l'effet a été positif. Moyennant quoi, ta question est néanmoins extrêmement pertinente. Une des phrases qui, à mon avis, décrit le mieux l'économie des matières premières, c'est une phrase de Maurice Adelman qui dit, en substance, l'économie des matières premières, c'est une course sans fin entre la nature et le savoir. La nature impose des limites, le savoir permet non pas de contourner, mais de gérer en quelque sorte les limites. Et je pense que cette question, on ne peut y répondre. Le fait de savoir si la transition va au total entraîner une augmentation du prix des matières premières et des équipements, ou si cette augmentation va pouvoir être maîtrisée du fait du progrès technique, c'est une question tout à fait essentielle. Et aujourd'hui, je crois que d'une part, il faudrait apporter des réponses très circonstanciées, technologie par technologie, prendre en compte les possibilités de rupture. Tout à l'heure, je n'ai pas parlé des innovations de rupture, hein, mais par exemple, pour les batteries, il y a les batteries au sodium, où il y a des hypothèses comme ça qui pourraient éventuellement changer radicalement la donne. Hein. Et donc, c'est cette course sans fin entre la nature et le savoir, dont l'issue, je dirais, n'est pas du tout donnée. En tout cas, pour le photovoltaïque, l'issue est donnée. Le prix des panneaux a diminué d'un facteur 100 en 40 ans. Si je peux ajouter quelque chose, je pense que la question, bien évidemment, elle est très pertinente et elle se pose véritablement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de réponse, mais il y a une vraie interrogation
sur la question du prix des matières premières et leurs conséquences, notamment sur, par exemple, dans le secteur des transports, sur le fameux équilibre entre le prix du véhicule thermique et le prix du véhicule électrique, où malgré les économies d'échelle qui sont réalisées, notamment avec la construction de Gigafactory, aujourd'hui, le pack de batterie, depuis un an et demi, on voit que le pack de batterie a tendance à augmenter légèrement. Donc, ça irait dans le sens, justement, de cette question du mur des matières premières. Après, il faut se rappeler, et je pense que il y a un pari qui a été fait dans les années 70 entre Simon et puis Ehrlich. L'un prenait justement que les prix des matières premières allaient augmenter parce que, justement, il y avait une raréfaction, et l'autre a écrit un livre qui s'appelle The Ultimate Resource. Et la ressource ultime, c'est nous. C'est nous et notre cerveau. Et donc, quelque part, plus nous sommes nombreux, plus nous avons des capacités cérébrales à essayer de dépasser les limites. Mais bien évidemment, la question se pose à l'heure actuelle avec ces mouvements et potentiellement, j'allais dire, toute cette, encore une fois, on n'a pas approfondi, mais la question géopolitique autour des matières premières, elle est fondamentale. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a un retour potentiel d'une forme de cartélisation des marchés. Chose qu'on observait dans les années 70 avec notamment la bauxite ou le cuivre, avec la CIPEC et puis ce qu'on a appelé l'IBA, et qui aujourd'hui, les nouvelles voies de la cartélisation, c'est l'Indonésie, c'est potentiellement le triangle du lithium avec le Chili qui vient de nationaliser ses ressources et qui potentiellement pourrait ouvrir la voie à un cartel du lithium, notamment en Amérique latine. Encore deux remarques à ce sujet. Alors, c'est Simon Julian. Hein, c'est Julian, oui, c'est Julian, c'est pas Herman. Non, mais tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit. Oui, c'est pour ça que je l'ai pas dit, je précise parce que son prénom. C'est Julian Simon. Et il a eu raison jusqu'à maintenant. Il est vrai que la transition vers la neutralité carbone nous impose tout de même un renouvellement accéléré et massif de toutes les infrastructures énergétiques. Donc, on peut penser que dans un monde qui évolue en quelque sorte business as usual, Simon avait probablement raison. Dans un monde qui, en 30 ans, doit renouveler complètement son infrastructure énergétique, c'est une autre question. Et deuxième remarque de valeur plus générale, on retrouve là souvent la querelle entre les ingénieurs et les géologues d'un côté et les économistes de l'autre. Les ingénieurs et géologues mettant l'accent sur les raretés physiques et les économistes indiquant que oui, mais lorsque une rareté commence à émerger, alors le prix augmente, donc on va aller chercher de nouvelles ressources, on va exploiter des ressources qui auparavant n'étaient pas exploitables. Voilà. Et donc, c'est un débat, d'ailleurs, oui, on aurait dû participer. Bon, vous connaissez l'association pour l'ASPO, et on leur doit un débat sur cette question. Bien, ça nous amène à notre troisième et dernier volet sur les incertitudes sociétales, et je vais commencer en reprenant tout de même les questions d'innovation et de changement technique, mais dans une perspective plus large, à partir d'un diagramme dont j'avoue, et il est comme ça parfaitement incompréhensible, mais il rend compte des travaux qui ont été faits par des économistes sociologues du changement technique, notamment Rills et Schott en 2007, et je vais essayer de vous le rendre compréhensible. Leur point de vue, c'est de dire la chose suivante. D'abord, il faut distinguer différents niveaux et différents différents niveaux, différentes échelles de changement. Et dans ce graphique, plus on est bas, plus c'est un changement local en quelque sorte, et plus on va monter et plus on va aller vers des changements, je dirais, systémiques, de l'ensemble des composants de ce qu'ils appellent dans leur vocabulaire les systèmes socio-techniques, en insistant bien sur le fait que les technologies ne sont jamais isolées, elles sont insérées dans des systèmes sociaux et que, en particulier, les questions d'acceptabilité sociale, si on s'autorise ce terme, doivent être posées dans le contexte de systèmes socio-techniques. Alors, l'idée clé, c'est de dire que les innovations commencent dans des milieux
dans des niches, dans des écosystèmes particuliers. Elles s'organisent petit à petit et elles vont conduire à des modifications du système technique avec dans ses différentes dimensions. Et plus le système technique va se réorganiser, plus on va avoir des changements importants dans ce qu'ils appellent le paysage sociotechnique, c'est-à-dire incorporant les institutions, voire les valeurs, les comportements. Donc on part en bas d'innovation en quelque sorte micro, on a ensuite des systèmes techniques et puis on arrive finalement aux transformations des systèmes sociotechniques. Et on peut dire que, et ça c'est peut-être quelque chose qui peut intéresser Futurible, hein, et c'est moi qui rajoute, hein, la démarche qui va des innovations niches vers les transformations du système sociotechnique, c'est un peu la démarche classique de la projection, hein, de la prospective, et on part d'aujourd'hui, on voit comment les choses changent, s'organisent, et puis on regarde le résultat dans un futur plus lointain. Le point qu'on peut rajouter à partir de ce diagramme qui me paraît intéressant est que lorsqu'on s'intéresse à ce que pourrait être un système complètement décarboné, un système de neutralité carbone, puisque vous savez que c'est l'objectif officiel de la France et de l'Europe et d'un nombre de plus en plus important de pays aujourd'hui, c'est la neutralité carbone. On se dit parfois, et en tout cas les essais qui sont menés pour arriver à la neutralité carbone à partir d'une démarche en forecasting, en projection, ben, en général, enfin souvent ça coince, quoi. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et ça impose peut-être une autre démarche, plutôt de rétroprojection, ou en anglais de backcasting, où il faut probablement essayer d'imaginer ce que peut être le système de la neutralité carbone, et ensuite en tirer des conséquences, remonter en quelque sorte vers aujourd'hui pour savoir quelles sont les conditions de cheminement vers cet état final souhaité. Juste une incise pour montrer un peu, ou pour essayer de faire comprendre, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Quand on regarde aujourd'hui les perspectives de l'hydrogène, on se dit, c'est pas terrible, ça coûte cher, les rendements énergétiques sont pas terribles, etc. Quand les Allemands considèrent les solutions techniques qu'ils ont pour décarboner leur industrie lourde, ils arrivent sur la nécessité impérieuse de développer l'hydrogène. Et donc l'hydrogène s'impose en quelque sorte par l'objectif qu'on se met à la fin, la neutralité carbone, et le fait que l'électrification va faire beaucoup de choses, probablement. C'est un peu un autre sujet, on ne va pas l'aborder ici, mais il y a un certain nombre de domaines dans lesquels l'hydrogène sera en quelque sorte incontournable. Et donc, ça, c'est l'objectif final, c'est de la téléologie, hein, c'est l'objectif final qui impose d'une certaine manière les solutions. Bon, ça conduit à regarder les choses un peu différemment. J'évoquais déjà la complémentarité des solutions de comportement et beaucoup la sobriété, et complémentarité avec les solutions technologiques qui me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Et je dirais qu'il faudrait rajouter, ce diagramme nous le dit d'ailleurs, les institutions également doivent être changées, hein. Donc probablement il faudra un mix de changements de comportement, de technologie et d'institutions dans la neutralité carbone. Sur les changements de comportement, il y a un autre débat stérile quand il est posé en termes d'opposition radicale, c'est sobriété individuelle ou sobriété collective, hein. Or, il est évident que les individus ont des marges non négligeables d'action en matière de limitation des consommations d'énergie par la sobriété, mais qu'évidemment, les choix des individus sont contraints par les infrastructures. C'est évident pour les transports, par exemple. S'il n'y a pas un système de transport en commun ou de covoiturage à votre disposition, vous risquez d'être contraint à prendre un véhicule particulier pour rouler. Donc, c'est évident qu'il y a les choix individuels sont en quelque sorte encastrés dans des choix collectifs dans ce domaine. Néanmoins, ça peut être intéressant sur les questions de sobriété
individuelle. J'avais fait un petit exercice avec une autre collègue il y a quelques mois, en regardant de près les consommations d'énergie dans le logement et les consommations d'énergie dans l'automobile. Alors d'abord, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'en France, le logement, c'est 20% de la consommation d'énergie finale. L'automobile, c'est 20% de la consommation d'énergie finale. Donc, avec ces deux blocs, on a déjà quand même 40% du total. Ensuite, dans chacun des blocs, on peut essayer d'analyser 3 dimensions, finalement, de la sobriété. La quantité de services que l'on demande. Alors, dans le logement, ce sera mettre à température habitable une surface. Dans le domaine des transports, ce sera un kilométrage parcouru chaque année. Donc, vous voyez ici, surface entre 25 et 200 mètres carrés, kilométrage entre 5 000 et 35 000. Et puis, ça, c'est la première dimension, donc le service. Ensuite, il y a la performance. Les consommations en kilowattheure par mètre carré, entre en gros 40 ou 50 et 250, et pour l'automobile, les litres au 100. Alors, 2 litres au 100, ça n'existe pas encore, mais entre 5 et 15 litres au 100, là, c'est la performance. Alors, on m'a dit, oui, mais ça, c'est de l'efficacité énergétique. C'est pas tout à fait vrai, parce que les choix que vous pouvez faire, soit pour votre logement ou pour le choix de l'automobile que vous achetez, ça va commander en quelque sorte. Ça peut être aussi un choix de sobriété. Ne pas acheter une automobile avec une consommation spécifique trop importante. Et donc, on a des courbes d'isoconsommation quand on multiplie ces deux dimensions, service, performance. Puis, il y a une troisième dimension qui est l'intensité d'usage. Effectivement, quand vous êtes dans votre logement, vous pouvez décider de chauffer à 17, 18 ou à 22, 23. Évidemment, ça va avoir un impact très significatif sur vos consommations d'énergie. Tout comme vous allez pouvoir décider de rouler à 110 sur autoroute ou à 130. Là aussi, des conséquences importantes. Voilà une exploration, je dirais, rapide, mais qui permet d'illustrer tout de même les différentes dimensions de la sobriété. Un logement moyen, le logement moyen, il est représenté en bleu, là, sur ces courbes-là. Et dernier point à noter, intéressant, c'est en moyenne nationale, c'est 1 600 € pour l'énergie du logement, 1 600 € pour le transport automobile. C'est amusant de voir finalement comme ces deux masses assez équivalentes sur ces questions de consommation et de sobriété individuelle encastrées dans des contraintes qui sont plutôt des contraintes collectives. Et on en arrive au dernier point. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de sobriété, on doit s'intéresser à comment justement la rendre désirable, cette sobriété. Et pour tout vous dire, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver une image représentant la sobriété. Et je trouve que celle-là est assez parlante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voit bien que la sobriété, c'est pas quelque chose, ne doit pas être bien évidemment être prise sous l'angle de la contrainte, mais surtout, on est sur la question des représentations, la question des normes, la question du social, la question du psychologique et du sociologique. Et bien évidemment, lorsqu'on va capter justement cette question de la désirabilité, de la sobriété, il va falloir aller chercher derrière des récits qui valorisent le moins. Alors que nous vivons dans un monde du récit qui valorise le mieux. On dit bien évidemment le plus, pardon, j'ai dit le mieux, c'est le plus. On vous apprend dès le plus jeune âge à dépasser vos limites, à toujours aller plus. Et donc, quelque part, le registre des représentations et le registre du récit, et il est fondamental dans l'appréhension de la sobriété, et justement à essayer de valoriser ce moins, valoriser le non-gaspillage, valoriser la non-consommation, le concours du moins. Et quelque part, c'est assez fondamental d'essayer d'inventer des récits et de passer donc justement de cette sobriété contrainte à cette sobriété systémique. Mais ça invite bien évidemment à essayer d'écrire du récit qui va aller toucher le quotidien, toucher la santé, toucher l'éducation, toucher ce qui fait, j'allais dire, la moelle de la vie, toucher la paix, toucher la sécurité. Donc on a inventé à la fois un narratif de sobriété et on a inventé ce que
vous connaissez tous les notions de hard power, de soft power. Le hard power, le pouvoir militaire, la puissance, le soft power relatif à Joseph Nye avec justement la culture, là, cette ecological power, aller tendre vers ce qu'on appelle l'homo sobrius, hein, l'homme sobre qui permet quelque part d'avoir des dividendes aussi d'un point de vue économique. Hein. Moins de consommation énergétique, c'est moins de matériaux, c'est plus d'autonomie stratégique. Et quelque part, la sobriété, elle doit être vue au niveau d'un État comme un vecteur de puissance. Et c'est ça qu'il faut aller chercher lorsqu'on parle de sobriété. C'est-à-dire, sobriété, vecteur de puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on rentre dans une ère de géopolitique de la sobriété, elle va s'accompagner d'une sobriété de la géopolitique. Et ça, c'est assez fondamental. Parce que la modération, la géopolitique de la modération, est-ce que c'est pas justement le point d'avenir que l'on doit chercher? Parce que ça permet justement de résoudre, je mets des guillemets, la problématique énergétique et peut-être aussi les questions économiques qui sont liées à la sobriété. Conclusion, vous nous excuserez j'allais dire, de résumer tous ces propos avec une simple matrice, mais les matrices sont tellement belles. Elles sont très efficaces, double axe pour justement garder le cap dans la transition avec cette somme d'incertitudes, deux axes, un axe qui va d'un monde plutôt multilatéral à un monde plutôt fermé, et un axe vertical qui va d'un monde qui se décarbone à un monde qui ne se décarbone pas. Et donc 4 scénarios, hein, on va peut-être finir par le plus optimiste. On va commencer par le paradis perdu, c'est-à-dire le paradis perdu, c'est un monde coopératif, mais c'est un monde qui est coopératif dans lequel on ne décarbone pas, au final, où on décarbone pas assez pour aller vers nos objectifs. La question de l'acceptabilité des changements, elle n'est pas acceptée. Les niveaux des investissements de décarbonation restent faibles. La sobriété, notamment, elle est contrainte, et donc, quelque part, on va avoir des évolutions technologiques qui sont incrémentales. On coopère, mais on coopère dans un monde non carboné. Le troisième, c'est le Mad Max. Alors, le Mad Max, c'est un monde fracturé. C'est un monde plutôt individuel et c'est un monde dans lequel, en plus, on ne décarbone pas. Donc, on ne mène pas de politique de décarbonation. On a aggravation du réchauffement climatique et donc du coût de ce réchauffement climatique. Et en plus, on a un monde qui est plutôt fragmenté, plutôt démondialisé. Et là, les politiques de sobriété, c'est du coup par coup. Donc, un monde qui est absolument invivable. Le numéro 2, c'est la guerre froide climatique. Alors là, on décarbone, mais on décarbone dans 2 espaces mondiaux différenciés avec 2 blocs, avec des chaînes de valeur qui sont différenciées. Un bloc peut-être américain, un bloc occidental, un bloc sino-russe peut-être, dans lequel vous avez les propres chaînes de valeur. Donc c'est un monde qui est inefficace d'un point de vue économique, moins d'échanges, un monde dans lequel on a potentiellement aussi là sur des cartels, si on regarde la question des matières premières, et puis quelque part le normatif, celui qu'on recherche peut-être, le nouvel âge d'or, dans lequel on va aller vers justement ces politiques de décarbonation. On va avoir un règlement partiel des questions climatiques, on va avoir une gouvernance internationale sur les matières premières, pourquoi pas, et puis une sobriété systémique qui va nous inviter à la modération et donc à la modération géopolitique. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup à dire. Ça fait penser aux matrices de Shell. Hein, quand Shell faisait de la prospective, les scénarios s'organisaient autour de 2 axes structurants. Alors, il y a plusieurs questions des personnes qui nous suivent à distance concernant notamment la compétition sur les matières premières, les incidences de cette compétition sur la fragmentation du monde et sur les nouvelles chaînes de valeur. Ça a été pas mal abordé. Vous avez vous-même évoqué au milieu de votre exposé les problèmes de gouvernance. Finalement, vous êtes passé assez vite là-dessus, puisque vous nous présentez des scénarios quand même ouverts à 180 degrés, pour ne pas dire à 360. Donc ça renvoie quand même à des enjeux de gouvernance et de pilotage. Et quand vous parlez des valeurs ou de la désirabilité
de la sobriété, est-ce que ça ne renvoie pas à une question clé qui est de savoir si, notamment en Occident, on a un minimum de représentation commune d'un futur souhaitable. Je dis ça parce que dans le même numéro de Futurib, on a publié un article sur la notion de modernisation à la chinoise, qui s'oppose à l'absence de perspective long terme du côté occidental. Donc, je trouve que vous posez là une question intéressante, mais qui demande à être creusée. Merci beaucoup. Donc, je recommande la lecture de votre article, que moi j'ai trouvé tout à fait passionnant. J'espère que vous allez prolonger ces travaux. C'est pas impossible. Je pense que c'est possible même. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.